deuxième communication est de Madame Denise Brahimi, sous le titre Cinéma francophone de langue arabe, point d'exclamation entre parenthèses. À vous la parole, Madame Brahimi. Oui, merci. Alors, bien sûr, si j'en avais le temps, moi aussi, je remercierais les organisateurs de ce colloque, le CELAT, voilà. Et ce ne serait que justice. Mais puisque je dois réduire cette introduction à l'extrême, je répéterai simplement ce que je disais ce matin, c'est-à-dire qu'il y a un plaisir tout particulier pour une Française de France comme moi à être invitée à entendre au moins un peu par la bouche des collègues et dans la rue éventuellement cette langue française parlée ici, parlée au Québec. Parce que je pense qu'il y a en tout Français de mon espèce, comment dire, le regret de la langue des ancêtres, qui en général étaient paysans ou en tout cas provinciaux, à quelques générations de là, et donc qui parlaient une langue certainement beaucoup plus proche de la langue québécoise actuelle que de notre français universitaire, urbanisé, enfin tout ce qu'il y a de plus citadin, etc. Voilà. Bien, donc merci pour ce plaisir. Alors maintenant, qu'est-ce que c'est que cette histoire de cinéma? Effectivement, je m'aperçois que j'ai changé de titre et que j'en ai adopté finalement un autre beaucoup plus plat et moins intéressant, puisque ça s'appelle le cinéma maghrébin et les langues. J'avoue que je préfère le premier, mais j'imagine que j'ai changé parce que je le trouvais tout de même un peu provocateur, c'est cinéma français de langue arabe, point d'exclamation. En fait, ce n'est pas du tout mon intention de dire quoi que ce soit de provocateur, il n'y a pas lieu. Je préfère dire que ces quelques considérations abordent des paradoxes concernant la francophonie. Oui, il y aura au cours de ces quelques propos inspirés par le cinéma maghrébin, il y aura émergence de considérations qu'on peut juger, de constats qu'on peut juger assez paradoxaux et qui m'amènent à penser que la francophonie, alors là je vais employer une expression en italien parce qu'elle est connue, elle est traditionnelle et parce que j'ai encore envie de diversifier les langues, ça n'est ni du français, ni de l'anglais, ni de l'arabe. Je dirais que pour moi la francophonie elle est causa mentale. C'est un objet mental, c'est une espèce d'attitude qu'on porte en soi, c'est une manière de se considérer soi-même, de se ressentir, de s'éprouver soi-même, et même en effet, comme il vient d'être dit, si on ne parle pas du tout en français. Bon, alors à partir de là, je peux aborder cette question des langues dans le cinéma maghrébin, où il y a, à mon avis, un fort sentiment de francophonie, alors même que les langues parlées sont le plus souvent hautes. Lorsque langue il y a, parce qu'on verra qu'il y a aussi des silences, et là, j'y tiens beaucoup à parler du silence. Là encore, c'est bien paradoxal. Bon. Donc, on pourrait croire que, grosso modo, étant donné l'histoire des pays du Maghreb, leur cinéma se partage entre cinéma arabophone et francophone, qui soit une chose simple et attendue. Ce n'est pas tout à fait aussi clair que cela, on va voir que ça s'est compliqué récemment. Et puis, de toute façon, je dirais que cette distinction-là, dès le départ, elle n'est pas très intéressante, elle n'entraîne pas des réflexions considérables. Oui, il y a des films en arabe, essentiellement ceux que dans les pays du Maghreb on voit à la télévision, ou sur des cassettes achetées en Égypte ou quelque part dans le Proche-Orient. Oui, il y a des films qu'on appelle francophones. Alors, c'est peut-être ceux-là qui m'intéressent le plus, parce que c'est ceux-là qui me semblent poser le plus de problèmes, étant donné que, pour des raisons bien claires de vraisemblance, la plupart des dialogues, ils sont dans une autre langue que le français. Avant même d'aborder les films
considérés comme francophones et où néanmoins les dialogues sont en arabe. Je voudrais parler d'une autre catégorie parce qu'elle me paraît éclairante sur cette histoire de francophonie cosa mentale. Il s'est développé depuis les années 90 en Algérie un cinéma qu'on appelle le cinéma amazigh, ce qui est une autre façon beaucoup plus en vogue actuellement, et je crois qu'il est légitime de choisir le mot amazigh. C'est la langue amazigh, c'est la langue que pendant très longtemps on a appelée le berbère, mais le berbère n'est pas un mot de cette langue, tandis que amazigh, c'est un mot de cette langue. Voilà pourquoi il est préférable, tout simplement. Alors, ce cinéma amazigh, dont je vais montrer que tout de même, mentalement, il est francophone, il s'est donné au départ pour but de n'employer qu'une seule langue, qui est justement la langue amazigh, donc ni l'arabe ni le français. Ceci dans un contexte tout à fait clair et évident, qui est le contexte des années 90 du siècle dernier en Algérie, c'est-à-dire le contexte non seulement de la montée de l'intégrisme, mais de la menace qu'il représente, et du renforcement extraordinaire que l'intégrisme apporte aux tenants de la langue arabe, d'une langue inspirée du Coran, et d'une langue qui serait bien évidemment l'unique langue qu'on ait le droit de parler dans les pays du Maghreb, considérés comme pays purement arabes. Le cinéma amazigh est une réponse et une protestation contre ces affirmations-là, contre ces positions-là, et il affirme que au Maghreb, il y a une autre langue originelle qui est justement cette langue amazigh, et que donc si l'on veut employer une langue qui renvoie à l'origine du pays, c'est un cinéma amazigh qu'il faut faire. Et il y a au moins 3 films pionniers que bien sûr je ne vais pas vous raconter, ni même évoquer véritablement parce qu'on n'en a pas le temps, mais qui se tiennent à ce parti pris d'être uniquement dialogués en langue amazigh. Et pourtant, il me semble tout à fait évident que les auteurs de ces films, les réalisateurs de ces films, se considèrent comme appartenant, s'ils appartiennent à un cinéma, c'est incontestablement au cinéma francophone. Pour la raison que je vous ai dite, c'est qu'en aucune façon ils ne pourraient imaginer d'appartenir au cinéma arabophone. Leur cinéma s'affirme en faux contre cette affirmation, et que d'autre part, toutes les explications qu'ils donnent sur leurs films, tout ce qu'ils racontent à ce sujet, sur le sens qu'ils veulent donner à leur travail, tout cela, ils le disent et ils l'expliquent et ils l'écrivent en français. Je prends le nom de l'un d'entre eux qui s'appelle Abderrahmane Bouguermou et qui a donné des interviews à ce sujet tout à fait intéressantes, où il explique que pourquoi il faut faire un cinéma en langue amazigh et quel sens ça a pour lui, et il tient absolument à ce que la langue amazigh soit de première qualité. Oui, le premier critère pour moi était de trouver des gens qui parlent un kabyle impeccable. Il ne fallait surtout pas qu'on sente chez tel ou tel acteur le petit kabyle élevé à la ville et qui ne parle plus cette langue que pour communiquer avec les grands-mères. Le kabyle devait être la langue naturelle de tout le monde. Mais tout ça, évidemment, dans un entretien donné en français, en langue française, pour un public français, oui, mais aussi pour un public algérien, hein, ça aussi bien. Alors, donc, vous voyez pourquoi je parle ici de cette francophonie comme cosa mentale. Mentalement, bien sûr qu'il pense toute cette entreprise, il la pense en français, il a été formé en français, on peut le considérer comme parfait représentant, moi je dirais même au-delà de la francophonie, il est parfaitement français. Et voilà, et en même temps, en Algérie, il a fait ce film-là. Alors, d'autre part, ça se confirme avec la deuxième génération. Je vous ai dit qu'il y avait une première génération avec les 3 noms que j'ai peut-être cités, sauf si j'ai oublié de le faire. Dans une deuxième génération, ça devient plus clair, parce que ce sont des films moitié en français, moitié en langue amazigh, grosso modo, hein, la proportion n'étant pas forcément la bonne. Mais dans tous les cas, il s'agit
de gens qui, pour une raison quelconque, reviennent en pays de langue amazigh, que ce soit les Aurès, la Kabylie ou n'importe, qui vont renouer avec cette culture et avec cette langue, et qui vont donc l'entendre, et on va l'entendre dans le film, mais qui en même temps le font d'un point de vue de gens qui sont partis en France dans l'immigration, qui reviennent pour tel ou tel événement de leur vie, et qui donc vont vivre cette appartenance identitaire plus ou moins lointaine à la culture amazigh, mais qui vont la vivre de leur point de vue de gens pour le moins francophones et devenus plus ou moins des Français d'adoption. Alors, voilà donc un cas où, manifestement, on est obligé de dépasser ce qui relève strictement de l'usage d'une langue, quelle qu'elle soit, pour considérer que, si on veut parler de francophonie, c'est un peu d'autre chose qu'il s'agit. Alors, je prends maintenant ce qu'on appelle couramment au Maghreb le cinéma francophone, pour montrer comment ce cinéma, incontestablement, a rencontré la difficulté de la langue, parce que de ne pas faire parler des gens complètement langue française, enfin, certains le feront, on le verra dans un deuxième temps. Dans un premier temps, il s'agit de cinéastes qui ont bien ressenti ce problème, je pense à des cinéastes marocains, et qui l'ont tourné en recourant beaucoup à ce fameux silence que j'évoquais tout à l'heure, et qui me paraît prodigieusement utile et qui explique pourquoi peut-être je choisis ce domaine du cinéma, où on peut montrer et faire entendre le silence plus facilement que dans la littérature, où fatalement on passe par les mots. Alors, je pense à un des premiers films marocains qui est absolument magnifique, qui s'appelle El Chergui ou Le silence violent, d'un certain Moumen Smith, et où le film est à peu près muet, alors qu'il s'agit de l'histoire d'une femme qui, peu à peu, s'enfonce dans une espèce de détresse et de solitude totale, alors même que politiquement, son pays est en train de devenir indépendant, qu'il y a une joie générale, et elle ne peut donc absolument pas exprimer cette espèce de désarroi qui vient du fait que son mari prend une seconde épouse, etc., et que elle est condamnée au silence. Donc le silence est justifié par le sujet du film, mais en même temps, et je ne crois pas que ce soit une habileté, c'est de bien d'autre chose qu'il s'agit, c'est le choix du réalisateur, c'est le choix du film muet, qu'on retrouve chez un autre très grand cinéaste marocain aussi, qui s'appelle Djelali Ferrati, plus récemment, et qui lui aussi dit qu'il voudrait passer à travers le problème de la langue, et que pour lui le cinéma, le choix du cinéma, c'est justement cela, pouvoir éviter de passer par la langue, parce qu'il y a le cri, parce qu'il y a le geste, parce qu'il y a la mimique, et parce qu'il y a donc cette possibilité du silence. Et vous voyez, si j'avais à définir la beauté du silence dans ces films, je dirais que c'est l'anti-Babyle tel que, selon le sens que Roland Barthes donnait à ce mot Babyle, qui était un sens fort dépréciatif. Eh bien, c'est ça. Pourquoi je rattache cette attitude au cinéma francophone? Parce que ces cinéastes sont eux-mêmes des francophones, qui eux aussi se sont expliqués sur leur travail essentiellement en langue française, et parce que, alors là c'est trop loin expliqué, je dirais que l'emploi du silence est une esthétique, et que cette esthétique-là, il la puise dans une certaine esthétique, non pas peut-être du cinéma français, mais je dirais de la cinéphilie française, ce qui est un petit peu plus compliqué, puisque la cinéphilie française le doit peut-être à l'exemple des grands films pionniers russes, soviétiques d'ailleurs, ou américains. Alors, vous voyez, c'est évidemment un peu compliqué. Il n'y a donc, on ne peut pas se tenir à l'usage de telle ou telle langue qui serait le fait déterminant. Ça n'a pas d'intérêt. On est obligé de passer par le réseau des significations culturelles. Toujours dans les procédés ou dans les attitudes de ce cinéma francophone, je cite maintenant le cas de quelqu'un qui est fort brillant,
et qui n'a pas froid aux yeux, qui s'appelle Nadir Moknesh, qui a fait depuis les années 2000 3 films, Le harem de Madame Haussmann, Viva l'Algérie et Délice Paloma, qui sont des films qui se passent entièrement en Algérie, dans l'Algérie actuelle contemporaine, et qui sont entièrement parlés en français, parfois avec en plus l'accent espagnol, puisqu'il choisit une actrice qui s'appelle Carmen Maura par admiration pour Almodovar, dont elle est une grande actrice, contre toute vraisemblance. Et alors, bon, on l'interroge, on lui dit, mais enfin, pourquoi vous n'avez pas essayé de restituer, puisque c'est l'Algérie qui vous intéresse, l'Algérie contemporaine, pourquoi ne pas avoir restitué sa langue? Alors, il s'en explique, je n'ai pas vraiment le temps de vous dire ce qu'il y a à ce sujet, mais grosso modo, il dit, écoutez, arrêtez de me casser la tête avec cette histoire de langue, de toute façon, c'est une fiction, la langue au cinéma. Donc, ce n'est pas le problème. Mes acteurs parlent français parce que si j'essayais de les faire parler autrement, ils n'y arriveraient pas, ce serait pire, ce serait grotesque, donc pas question. Alors, on parle français et c'est tout, et il a bien l'air de vouloir dire aussi, et puis si ça ne vous plaît pas, tant pis. Bon. Le dernier point que je ne développerai pas, c'est 2 exemples empruntés au cinéma tunisien, qui sont probablement les 2 grands films francophones, considérés comme francophones les plus connus, et qui portent le plus loin le paradoxe dont je parlais. Alors, il s'agit de Alfawine ou l'enfant des terrasses, d'un certain Ferit Boukedir, et il s'agit d'un film de femme, Les silences du palais, de Moufidat Latli. Les 2 films très connus, absolument adoptés par le public français comme exemplaire du cinéma francophone. Et si j'avais eu le temps, je vous aurais montré que le paradoxe vient du fait que ces 2 films ont pour but de montrer un certain usage d'une langue arabe parlée dialectale populaire, qui justement est une langue subversive par rapport à la volonté d'imposer un arabe qui lui serait la langue officielle, savante, venue d'ailleurs et nullement d'origine populaire, comme cette langue des femmes dans le film de Moufidat Latli ou cette langue du quartier d'Alfawine. Donc, on assiste à ce paradoxe que 2 films considérés comme les plus grands films du cinéma maghrébin francophone sont des films qui jouent sur la qualité étonnante et le pouvoir subversif de l'arabe dialectal au sein de ces films dits francophones. Alors, c'est paradoxal, c'est parfaitement vrai, et je n'ai pas le temps de vous expliquer pourquoi on n'est absolument pas gêné, pourquoi le public vraiment de langue française comprend parfaitement ces dialogues, en voit l'intérêt, il y a toute une série de mimiques, on peut recourir très partiellement à des sous-titres, bien sûr, et ça n'empêche pas que ces films sont faits par leurs réalisateurs et réalisatrices d'un point de vue de réalisateurs francophones. Donc, le résultat de ce parcours à travers quelques paradoxes, c'est que je crois que de moins en moins on peut considérer que le fait déterminant, c'est de se servir d'une langue et surtout d'une seule. Ça me paraît alors vraiment très très dépassé comme idée. Et s'il y a des définitions à chercher de quelque chose qui serait la francophonie, parce que malgré tout, on ne va pas, se priver de cette notion, et puis, je pense que l'amour de la langue française, c'est une chose qui existe, alors pourquoi ne pas en parler, ne pas utiliser cette notion de francophonie, mais attention, ne pas la mettre dans une espèce de réalité immédiate et tangible. Je crois que c'est un usage qui est complètement à redéfinir. Je m'arrête.